Bonjour, ravi de vous retrouver ici à Bruxelles, au cœur du Parlement européen pour ce nouveau numéro d'Europe Hebdo. Question cette semaine, est-il encore possible de produire en Europe? Oui, certaines entreprises font ce pari. Nous avons rencontré un chef d'entreprise français qui a choisi le Portugal pour la fabrication de ses textiles. Il a installé son usine près de Porto. Il emploie des salariés portugais. Le pays attire les investisseurs, pas seulement pour son soleil, mais aussi parce que le fabriqué au Portugal se vend apparemment mieux que le Made in China. Reportage dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, l'actualité européenne. Les attentats ont remis les questions de sécurité au cœur de l'agenda des chefs d'État et de gouvernement. Mais au fait, que fait l'Europe contre le terrorisme? Élément de réponse en images. Une marche de plus contre le terrorisme. Des chefs d'État qui défilent pour défendre les valeurs du monde libre contre la barbarie. Aujourd'hui à Tunis, hier à Paris, Copenhague, Bruxelles, l'Europe attaquée sur son sol et à ses frontières, au cœur de ses valeurs. Il serait près de 5000 djihadistes européens à partir en Syrie, en Irak ou encore au Yémen, radicalisés sur Internet au point de vouloir tuer leurs semblables. Beaucoup sont mineurs, partis un matin combattre à 2000 km de chez eux, sans perspective de retour. Pourquoi? L'Europe manque de réponses. Face à la menace, la riposte tarde. Certains pays disposent de services de renseignement performants, mais les échanges entre États membres sont lents. Et toujours pas de fichier européen antiterroriste, un système répertoriant tous les passagers européens enregistrés sur des vols internationaux. Un outil utile pour les services de police. Mais le dossier est bloqué au Parlement européen. Certains députés y voient une menace pour les droits fondamentaux. Les pays européens se réunissent, discutent, s'insurgent, condamnent, mais les actes ne suivent pas. Alors, l'Europe est-elle prête à agir contre le terrorisme? Notre invitée, Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne depuis 2009, ancienne garde des Sceaux, membre de la commission Justice et Libertés civiles au Parlement européen. L'Europe a été frappée plusieurs fois sur son sol. La menace est très forte et on a l'impression que les choses avancent très lentement. Est-ce que l'Europe n'agit pas, une fois de plus, trop tard et trop peu? Il y a une urgence à agir et le Parlement européen a pris ses responsabilités. Les États membres ont pris aussi leurs responsabilités face à la barbarie qui nous frappe et qui nous menace tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup, notamment concernant les djihadistes ou terroristes, aujourd'hui le sujet est plus de savoir vont-ils ou pas frapper l'Europe. Le sujet, la question aujourd'hui est de savoir à quel moment vont-ils frapper. Donc il faut absolument mettre en œuvre et prendre toutes les mesures pour la sécurité des citoyens européens. Alors c'est vrai que je suis très mobilisée sur ces questions au sein de la commission que vous avez citée, sur les questions de justice, sur les questions de sécurité. Et d'ailleurs, j'ai été nommée pour un rapport pour faire des recommandations, des propositions, non seulement pour lutter contre le terrorisme, mais aussi pour prévenir tous les recrutements de jeunes citoyens européens par les organisations terroristes. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons un premier outil que nous souhaitons mettre en place, que nous pourrions mettre en place dès aujourd'hui, dès demain, mais qui est bloqué effectivement au Parlement européen, notamment par les parlementaires, par les députés socialistes, et qui votent contre ce PNR européen. Ce PNR européen, c'est quoi? C'est d'avoir une liste de passagers, en tous les cas de connaître tous les déplacements de voyageurs au sein de l'Union européenne, mais aussi à l'extérieur de l'Union européenne. Ça serait un outil utile c'est un pour les outil services important secrets, parce que ça permettrait de pouvoir recenser et de retrouver des personnes recherchées, des personnes surveillées ou des personnes signalées, de connaître évidemment leurs mouvements, leurs déplacements, mais aussi de savoir comment ils financent par exemple leur trajet. Et donc cet outil est important et aujourd'hui il est bloqué au Parlement européen, notamment à cause des parlementaires libéraux, mais aussi et en particulier les parlementaires socialistes, parce que je vous rappelle que Manuel Valls a annoncé que ce PNR européen, donc ce fichier de passagers, enfin sur le déplacement de ces passagers, c'était
c'est acquis. Mais encore faut-il qu'il convainque sa majorité. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il était bloqué depuis 2013. Là, on dit qu'il revient à l'ordre du jour porté par un député toujours bloqué britannique. par les députés socialistes. Et alors, ça veut dire qu'il y a espoir qui s'applique demain, ou c'est pour la Saint-Glinglin, pour parler franchement? Non, mais il ne faut pas avoir un double discours. Et aujourd'hui, la gauche a un double discours. Elle a un discours, celui que je soutiens, qui est celui de Bernard Cazeneuve, qui est effectivement très engagé, qui milite en faveur de ce PNR européen. Il y a celui de Manuel Valls qui dit c'est acquis, c'est fait, alors même que les députés socialistes votent contre, les députés socialistes français votent contre au Parlement européen. Donc tant que ce sera le cas, il n'y a pas d'espoir que le dossier soit... Et on ne peut pas, il faut le voter avec une majorité au Parlement européen. Donc il faudra effectivement que les socialistes soient cohérents, qu'ils fassent preuve de cohérence dans l'intérêt de la sécurité de nos concitoyens. Ensuite, dans votre sujet, ça a été évoqué. Il y a deux discours, en fait. Il y a un double discours et qui met en jeu la sécurité de nos compatriotes. Il y a un autre aspect que vous avez d'ailleurs évoqué dans votre reportage, c'est celui de la coordination et le transfert d'informations, enfin l'échange d'informations entre les services de renseignement. Qui est incomplet. Aujourd'hui, il est assez incomplet et donc nous poussons à ce que les services de renseignement coopèrent beaucoup plus et beaucoup mieux au sein de l'Union européenne. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il y ait des contrôles systématiques aux frontières de l'Union européenne, donc les frontières extérieures de l'Union européenne, notamment pour les ressortissants européens, puisque aujourd'hui, l'essentiel, enfin les djihadistes, ce sont des citoyens européens. Donc il faudrait que nous ayons un contrôle effectif et systématique à l'entrée de l'Union européenne, à l'entrée, quand on passe les frontières, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et alors dans votre rapport, vous voulez travailler sur la déradicalisation. Il y a un pays qui a mis ça en place, le Danemark. Est-ce que pour vous... Il y a d'autres pays européens qui ont mis en place des programmes de déradicalisation. Qu'est-ce qui garantit que ça peut réussir? Ça a fonctionné au Danemark, aux Pays-Bas. Il y en a un d'ailleurs aussi en Belgique. En tout cas, il faut se donner tous les moyens. Et il n'y a pas de risque zéro, donc il faut aussi être conscient de cela. Mais il faut se donner tous les moyens pour empêcher nos jeunes d'être enrôlés, d'être radicalisés, parce que souvent, certains pensent que c'est un jeu vidéo. D'ailleurs, le premier lieu avec les prisons de radicalisation, c'est Internet. Internet, c'est devenu le premier camp d'entraînement virtuel. Et moi, je le demande, et ça va être aussi dans les propositions, et je le ferai clairement dans les propositions dans notre rapport, à ce que les géants du net, soit Google ou les autres, soient responsabilisés, y compris pénalement. Pour vous, ils sont irresponsables. Aujourd'hui, oui. Ça n'est pas un tuyau. Ils ont une responsabilité. Vous savez, aujourd'hui, on est dans la responsabilité citoyenne, civique, on appelle les entreprises. Ils font état de rapports en démontrant leur engagement citoyen. Et bien qu'ils fassent preuve d'engagement citoyen en interdisant d'emblée les vidéos qui circulent sur le net. Et donc, moi, je considère que s'ils ne le font pas, il faudra engager leur responsabilité pénale, mais lourdement pénale. Alors, quand on parle de terrorisme, la question du financement de ce terrorisme se pose. Aujourd'hui, clairement, est-ce que l'Europe... nous pourrions mettre en place, notamment il est important, pays qui finance directement. Alors, d'abord, il faudrait qu'on mette en place au niveau européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous l'avons fait avec les États-Unis. Vous savez qu'aujourd'hui, les États-Unis peuvent avoir accès à toutes les transactions financières. Ils peuvent détecter tous les financements illicites. C'est-à-dire qu'on sous-traite ce type de renseignements. Si on a besoin de connaître un flux financier concernant une personne signalée ou surveillée, nous sommes obligés de demander aux États-Unis. Donc aujourd'hui, ou en tous les cas, on n'a pas les outils légaux pour pouvoir le faire, en tout cas pas de base juridique. Donc nous, on demande à ce qu'il y ait, je le ferai aussi dans le rapport, à ce qu'il y ait des outils de détection et de traquage des financements illicites des actions terroristes. Est-ce qu'il y a des pays auxquels vous pensez en particulier qui seraient derrière certaines de... Alors, sur les pays, on a évoqué les pays du Golfe, que ce soit le Qatar ou l'Arabie saoudite. Le sujet, c'est qu'ils ne financent pas directement des actions terroristes. Mais il faudrait un peu plus de transparence dans les financements d'associations, peut-être de mosquées. C'est à traquer, vu que ça passe par des il suffirait aujourd'hui de vérifier, c'est facile, c'est une information qui existe, que nous pourrions exploiter, de connaître quels sont les financements des pays étrangers sur notre territoire. Par exemple, quelles sont les mosquées qui sont financées par des pays étrangers, des associations qui bénéficient de subventions ou de financement. Ça, c'est facile à avoir parce qu'il n'est pas interdit de financer une association ou une mosquée. C'est légal. D'ailleurs, vous n'avez pas que des pays arabes, vous avez des pays aussi européens ou des pays tiers à l'Europe qui ne sont pas forcément des pays arabes qui financent des associations.
associations ou des lieux de culte. Encore faut-il savoir qui travaille dans ces associations, qui gère ces associations et quel est le discours porté et par les associations et par les mosquées. C'est pour ça que d'ailleurs que moi j'ai proposé à ce qu'il y ait, à l'instar de la conférence des évêques, que nous ayons une conférence des imams, de l'ensemble des imams. Pas uniquement ceux du CFCM qui ne fonctionnent pas pour des raisons de représentation et de représentativité, mais que nous ayons une conférence des imams qui soit claire, transparente et ouverte. Ça pourrait aussi nous pourrions avoir un accès aussi, une transparence sur les prêches qui sont faits dans les mosquées, par exemple. Les choses avancent lentement en Europe, on l'a bien compris. Ici, en plus, on est au Parlement européen, mais il y a aussi d'autres acteurs, notamment la Commission européenne, qu'on n'entend pas beaucoup sur ce sujet. Est-ce que vous le regrettez? De toute façon, la Commission européenne va être obligée de suivre dès lors où les propositions sont sur la table. Moi, j'ai déploré l'inaction de Mme Ashton et la Commission Barroso. Moi, je considère qu'elles ont échoué dans leur mission d'anticipation, de prévention, notamment, regardez, sur les printemps arabes. Ils n'ont pas anticipé, mais quand tous ces mouvements et ces révolutions ont été déclenchés, à aucun moment l'Europe n'a été présente ou n'a mis en place des outils de suivi ou en tout cas d'accompagnement de ces pays. On voit le chaos qui existe à nos portes, à nos frontières. Vous savez, la Libye, c'est pas si loin que cela. La Syrie, c'est pas si loin que cela. C'est même aux portes de l'Europe. C'est aux portes de l'Europe. Et donc, nous avons failli sur la dernière commission. J'espère que cette commission ne va pas faillir. D'ailleurs, moi, je travaille assez bien avec la haute représentante aux affaires étrangères, qui, effectivement, en tout cas, est mobilisée et volontaire. Qui a un esprit plus ouvert que... Oui, d'abord, elle est plus ouverte, y compris vis-à-vis des parlementaires, mais qui est plus volontaire. Maintenant, il faut passer de la volonté aux actes. Oui. C'est le problème souvent en Europe. Eh bien, merci Rachida Dati d'avoir été notre invitée. Place tout de suite au reportage d'Europe Hebdo. Le Made in China semble ne plus avoir la cote. Les consommateurs sont nombreux à préférer les produits qui sont fabriqués en Europe. Les entreprises semblent suivre la tendance. Nous avons rencontré un Français qui a choisi de rapatrier sa production d'Inde en Europe, au Portugal. Il a laissé l'Asie pour installer son usine à Porto. Reportage de Rim Benhamer et Ilana Azenkot. Éric Sauvage s'est lancé dans un pari fou. Faire renaître cette usine de textile, fermée il y a quelques années, dans la banlieue de Porto. Là, bon dia. Il travaille dans le textile depuis 20 ans. Sa société ne produisait qu'en Asie, mais il y a 2 ans, changement de stratégie. Le chef d'entreprise veut aussi s'implanter en Europe du Sud. Il construit donc cette usine baptisée Crescendo, recrute 54 salariés, tous portugais. Un investissement de 3 millions d'euros. Il y a une tendance de fond qui se fait avec nos clients, qui recherchent le Made in Europe, Made in Portugal, Made in Italie aussi, pour avoir des produits plus forts de valeur ajoutée, de meilleure qualité et travailler sur des circuits beaucoup plus courts. Donc répondre à la mode, ce qu'on appelle le fast fashion, avoir les bons produits au bon moment dans les magasins. C'est très important. Et l'étiquette Made in Portugal ou Made in Italie fait vendre aujourd'hui par rapport au Made in China, Made in Bangladesh, qui a une image aujourd'hui très péjorative. Et ce changement de stratégie est payant. Actuellement, les cahiers de commandes sont pratiquement pleins pour la saison jusqu'au mois de mai-juin. À travers ce projet, l'entrepreneur défend aussi une démarche éthique pour redonner du travail dans un pays européen frappé de plein fouet par la crise. Beaucoup d'ouvrières étaient au chômage, n'avaient pas de travail. Donc nous avons repris à peu près une 50aine de personnes qui étaient sans emploi. Parmi ses salariés, Emilia. Elle a travaillé dans l'ancienne usine pendant 18 ans. À sa fermeture, elle se retrouve sans emploi. Au début, ça a été dur, car j'étais au chômage pendant 1 an. Je n'ai rien trouvé. Et Crescendo m'a offert du travail. Et là, je suis rassurée sur l'avenir. Anna Martins vient juste d'être recrutée. Elle aussi a connu le chômage pendant 1 an. Après avoir envoyé des CV partout sans succès, elle avait même envisagé de quitter son pays natal. Je me suis inscrite à des cours d'allemand. J'étais prête à partir à l'étranger. Et je me suis dit qu'ici, je n'arriverais pas à faire carrière et que je devrais toujours dépendre de mes parents. Mais par chance, j'ai eu une opportunité ici.
Comme la plupart des entreprises françaises s'installant au Portugal, Crescendo a été aidé par la Chambre de commerce. L'une de ses représentantes, Géraldine Dussoba, vient rendre visite à l'entrepreneur. Voilà. Magnifique usine. Merci. Voilà, ça s'est concrétisé. Bon, l'aboutissement de plusieurs mois de patience. Le fait d'avoir Made in Portugal, Ça a permis d'ouvrir ça a les permis d'ouvrir les portes avec des entreprises qu'on n'aurait pas eues. Et la valeur ajoutée du Portugal est là, vraiment importante. Principale raison de cet attrait pour le Portugal, le coût du travail beaucoup plus faible qu'en France. Une heure de travail coûte 11,50 € ici, contre 35 dans l'Hexagone. Et ce n'est pas le seul avantage selon Géraldine Dussoba. Le contexte du Portugal, qui est un pays stable, qui est un pays proche géographiquement, où la main-d'œuvre parle bien les langues étrangères, et puis la politique qui est bien adoptée par le gouvernement en termes de fiscalité, puisque l'impôt sur les sociétés est passé à 20% et va passer en 2016 à 17%, fait que tous ces avantages cumulés rendent le pays vraiment très attractif. Une politique pro-entreprise pour relancer la croissance. La situation de l'emploi est catastrophique au Portugal. Le taux de chômage atteint les 13% et plus de 3 jeunes sur 10 sont demandeurs d'emploi. Depuis le début de la crise en 2008, 120 000 personnes quittent le Portugal chaque année. Et nous revoici à Bruxelles au Parlement européen. Deux invités nous ont rejoints, deux députés européens, membres de la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales. Elisabeth Morin-Chartier, bonjour. Bonjour. Face à vous, Patrick Le Yarrick. Alors vous êtes membre, Elisabeth Morin-Chartier, du Parti populaire européen. Quand vous voyez ce reportage, l'exemple de cet entrepreneur français, est-ce que vous vous dites que c'est une tendance de fond, comme il le dit lui-même, ou alors que c'est un pari fou ? D'abord, ça me fait très plaisir parce que je me souviens, il y a quelques années, en commission emploi affaires sociales, nous avons dû voter du fonds d'ajustement à la mondialisation pour réinsérer des salariés dans la filière du textile, justement, qui avait été complètement décapitée par cette compétition internationale. Deuxièmement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'il y a un savoir-faire humain, il y a un capital humain en Europe qu'il faut à nouveau pouvoir déployer. Mais je regrette, ça n'est pas une tendance de fond. Oui, aux États-Unis, c'est une tendance de fond parce que pratiquement aujourd'hui, 20% de la production américaine est une production relocalisée. Mais ça n'est pas le cas en Europe. Alors, Patrick Le Yarrick, vous êtes membre, vous êtes vice-président de la gauche unitaire européenne, qui regroupe notamment les communistes. Comment vous voyez cette réussite? Est-ce que pour vous c'est une exception? Quelle est la clé de cette relocalisation en Europe pour vous? Non, il peut y avoir dans certains endroits des relocalisations, mais il y a plusieurs problèmes qui se posent. Si ce sont des relocalisations qui se font au détriment d'autres pays, c'est un problème. D'autre part, ce sont des relocalisations qui se font dans le cadre de la concurrence. Mais quand vous voyez ce reportage, pour vous c'est le cas? Par quoi a été attiré cet entrepreneur, vous dites vraisemblablement, ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire le Made in Portugal. Je pense que c'est un label à côté de la production au Bangladesh, où ça pose quand même beaucoup de problèmes éthiques, de problèmes sociaux, une surexploitation des femmes. D'un autre côté, les femmes du Bangladesh ont besoin du travail qu'elles font. Donc la question universelle générale qui nous est posée, est-ce que tous les êtres sur cette terre, dans le monde, ont le droit à un travail, ont le droit de créer un emploi? Donc on ne peut pas vivre dans un monde de concurrence perpétuelle où les entreprises se délocalisent au gré des opportunités qui se posent. Vous partagez ces inquiétudes? Par contre, ce que je vois, moi, dans ce reportage, et ce qui me frappe, c'est que ce nouveau directeur de cette entreprise relocalisée correspond vraiment à une tendance de la mode. Je comprends que Patrick Le Yarrick ne l'approche peut-être pas tout à fait comme moi, mais aujourd'hui, dans toute l'industrie de la mode au niveau européen, on a besoin d'une très forte réactivité, d'une très forte créativité, et donc avoir une relocalisation en Europe permet une réponse rapide à une mode qui évolue très très vite. Mais Patrick Le Yarrick parlait aussi du problème de la concurrence qui s'installe du coup entre certains pays et d'autres au sein même de l'Europe, et notamment les pays du Sud qui pratiquent une politique de bas coût. On ne peut pas être les uns contre les autres, tout le temps.
Mais pour ça, nous travaillons ensemble, je dois le dire, à l'harmonisation fiscale. Vous avez bien vu ici dans le reportage que la taxation des entreprises, la taxation des salaires est un levier extrêmement important. Cette harmonisation, elle est attendue. Semaine dernière, nous avons particulièrement travaillé sur l'harmonisation des salaires et le salaire minimum des chauffeurs routiers. C'est le même problème. Évitons cette concurrence entre entreprises au niveau européen. Et la concurrence entre les entreprises, c'est finalement la concurrence du travail, la concurrence des salariés. Alors oui, mais il n'y a pas de progrès en ce sens, en tout cas pas pour l'instant, ni en matière d'harmonisation fiscale, ni encore moins sur le marché du travail. Est-ce qu'on a espoir que les choses avancent? En tout cas ici, à votre niveau, au Parlement. La question que soulève Madame Morin-Chartier est juste, c'est-à-dire la concurrence fiscale est un vrai problème. Mais on ne réglera pas pour le bien des économies et le bien des services publics, on ne réglera pas par une harmonisation vers le bas. Donc il faut trouver un système d'harmonisation vers le haut de la fiscalité des entreprises, des salaires en général et des niveaux de protection sociale. Ça ne peut pas se faire vers le bas parce que cette Europe ne tiendra pas en tenant vers le bas. D'autre part, on parle de relocalisation, mais il faut imaginer aussi de nouvelles industries demain, de nouveaux services, la transition numérique, la transition environnementale. Et donc il faut un projet de redéploiement et de redéveloppement industriel créateur d'emplois stables et convenablement rémunérés dans toute l'Europe. Est-ce que ça pourrait rentrer par exemple dans le cas du plan Juncker qui a été annoncé, 300 milliards d'euros d'investissement pour relancer l'emploi, la croissance en Europe? Bien sûr. On attend toujours les résultats dans de ce ces plan. 300 milliards, forcément, il faut qu'il y ait de l'investissement à des productions nouvelles, selon des normes nouvelles, comme le dit Patrick Le Yarrick. Parce qu'il faut bien se rendre compte que dans ce contexte général de mondialisation, l'Europe est aussi victime de relocalisation. Parce que les Américains qui ont des grands groupes en France, par exemple, dans cette grande vague de relocalisation vers les États-Unis, privent l'Europe d'un certain nombre d'emplois. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a 20 emplois délocalisés pour un emploi relocalisé au niveau européen. Donc vous voyez, les mots n'ont pas le même poids en termes d'emploi. Et ça, c'est extrêmement important. On voit bien qu'il nous faut booster la création d'emplois en Europe. Booster la création d'emplois, c'est reprendre l'innovation, reprendre des investissements massifs et faire l'harmonisation fiscale et sociale pour éviter qu'il y ait cette concurrence interne à l'Europe. Alors là, on avait donné l'exemple du textile. Il y a aussi un autre secteur qui ne se portait pas forcément bien et qui a l'air de reprendre un peu, où ça va un peu mieux. C'est l'activité dans le secteur automobile. Alors, est-ce que sur ce front-là, non, vous n'êtes pas optimiste? En tout cas, il y a des mouvements qui se passent, des relocalisations, notamment de la part de PSA, Peugeot. Bien sûr, il y a des mouvements, mais la concurrence interne dans l'Union européenne continue de jouer. L'industrie automobile française, par exemple, est sinistrée aujourd'hui. Il n'y a pas un peu d'espoir dans ce secteur? Il peut y avoir de l'espoir. Moi, je ne dis pas, il y a eu 2 ou 3 annonces intéressantes les temps derniers, mais ça se fait trop, pour moi, au détriment des salaires et au détriment du travail. Or, dans les facteurs de gain, dans les facteurs de compétitivité, comme disent certains aujourd'hui, il faudrait prendre autre chose que le travail. Par exemple, le coût de l'énergie, le coût du transport, la variation de la valeur de la monnaie ont des conséquences considérables, bien plus que l'abaissement du coût du travail qu'on veut nous imposer. Mieux vaudrait mieux payer le travail et abaisser le coût de l'énergie, des transports et d'autres facteurs de production. Donner la priorité sur le secteur de l'automobile, moi je trouve qu'un grand groupe comme PSA, par exemple, qui va à la conquête de la Chine avec un nouveau produit, la 308, qui marche très très bien en Chine, ou bien des produits comme la DS qui fait aussi un tabac en Chine. Bon, aller à la conquête de nouveaux marchés, formidable pour nos entreprises et pour nos groupes français. Et peut-être qu'ils ne sont pas allés assez à la conquête de ces nouveaux marchés au niveau mondial. N'empêche que moi, dans mon eurocirconscription, j'ai à Rennes des suppressions d'emplois dans la même filière. Et je dois aller et aider
ce groupe sur la filière française de l'industrie telle qu'elle est. Donc, oui, conquête de nouveaux marchés, mais en même temps, préservons le marché au niveau national il semblerait et européen. Que le contexte soit en train de changer, avec notamment la politique de la Banque centrale européenne qui injecte massivement des liquidités pour faire repartir l'emploi. Est-ce que pour vous, enfin, l'emploi redeviendra une priorité en Europe par le biais de ce politique, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout... Si les 1000 milliards de la Banque centrale européenne, d'abord, si elles étaient contrôlées, par les parlements nationaux, les gouvernements. C'est pas le cas pour l'instant. Non, parce que c'est plutôt rigide, c'est-à-dire la Banque centrale prête à des banques privées à des taux nuls pour racheter de la dette des États. Mais on pourrait imaginer un autre système. On pourrait imaginer, peut-être à partir du fonds d'ailleurs de M. Juncker, on pourrait imaginer un fonds de développement humain social qui racheterait de la dette, voire, et ça avait été un petit peu discuté à un moment, la Banque centrale pourrait prêter directement à des petites et moyennes entreprises, voire à des groupes qui ont des projets d'investissement, de développement et d'emploi. Pour l'instant, les traités ne permettent pas ces facilités-là. Les traités, un article du traité permettrait à la Banque centrale, si on en avait la volonté, par exemple en France, de prêter à la Banque publique d'investissement pour faire une relance industrielle et une relance des services. Alors, certainement, mais moi quand je vois comment il a fallu que nous nous battions, que je me batte personnellement pour sauver le Fonds social européen, que les chefs d'État et de gouvernement voulaient intégrer dans les fonds de cohésion, je ne suis pas très optimiste parce que le Fonds social européen, c'est le fonds d'intégration professionnelle. Et vouloir le mettre dans les fonds de cohésion, ça veut dire qu'on fait une croix sur le capital humain. Et moi, je ne suis pas pour faire une croix sur le capital humain. Certes, il faut certainement des nouveaux systèmes pour stimuler l'investissement, mais il faut aussi préserver l'aide à l'intégration professionnelle. Oui, mais ça c'est vrai, mais 1000 milliards, c'est beaucoup. On peut faire beaucoup de choses avec. Merci. Ce sera donc le mot de la fin. Merci à vous d'avoir participé à ce débat sur un sujet qui vous concerne et dont il sera affaire évidemment maintenant de volonté politique des chefs d'État et de gouvernement d'agir ou pas sur le front de l'emploi. Merci à tous, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure avec Nora Hamadi. Ciao, ciao.